Donc on s'est arrêté, le dernier paragraphe, c'était le catalyseur comme facteur cinétique. Et nous avons fait une étude expérimentale qui a mis en évidence les ions Fe2+, comme catalyseur dans une réaction entre les peroxodisulfite S2O8 et les ions iodures. Et nous avons noté la différence, le temps mis pour arriver à la fin de la réaction, où le temps est nettement différent entre le tube AEC où on a mis des ions Fe2+, relativement à l'autre tube AEC où on n'a pas ajouté une solution ou des cristaux de sulfate de fer 2. Donc, qui peut me donner le catalyseur et son rôle dans une transformation chimique? D'abord, c'est quoi un catalyseur? Et quel est son rôle dans une transformation chimique? Ou qu'est-ce qu'on désire avoir par l'ajout d'une substance qu'on la nomme catalyseur? Oui? Je pense qu'il peut varier la vitesse de variation chimique. Varier, il vaut mieux d'être plus précis, augmenter la vitesse de la réaction. Nous traitons uniquement dans notre programme le cas où on ajoute une substance qu'on appelle catalyseur, c'est lui qui tend à augmenter la vitesse de réaction. Mais il y a d'autres substances qui permettent de freiner ou d'accélérer, si vous voulez, la transformation, mais on s'intéressera uniquement au catalyseur. Et le plus important, augmenter la vitesse sans modifier l'état final. Nous devons, une fois que nous définissons comme substance qui augmente la vitesse de réaction, on doit ajouter, tu fermes la porte s'il te plaît, on doit ajouter avec sans changement ou modification de l'état final. Qu'est-ce que nous entendons par sans modification de l'état final de système chimique? Sans changer de résultat. C'est quoi ce résultat? L'équation finale. Non, l'équation finale, elle est toujours la même, mais l'état final, il est caractérisé par quoi? D'un côté, ce que tu viens de dire, c'est-à-dire on aura les mêmes produits. Et le même réactif. On fait le départ de même réactif, donc il n'y a pas de magie pour... mais elle guide la transformation chimique vers le même état final, et le plus important, sans changer la composition, si vous voulez, la composition quantitative des produits. Avec ou sans catalyseur, on obtient... Oui. Avec ou sans catalyseur, toujours nous obtenons la même quantité de produits. D'accord? Ça veut dire que l'avancement final de la réaction, ça sera le même, avec ou sans un catalyseur. Sauf on gagne de temps pour obtenir cette composition finale du mélange réactionnel. Est-ce que nous avons écrit cette phrase qui définit que le catalyseur est une substance sans modifier? Est-ce que vous avez... Oui? Donc, on était à la fin. On va traiter cet exercice qui est devant vous. Voilà, donc essayez de prendre une feuille et on va travailler cet exercice. D'accord? Je vous ai demandé de le voir sur le groupe deuxième sciences physiques F1, lycée Ibn Khatib, et normalement vous devez voir le travail que vous avez réalisé et le comparer avec celui qu'on va, ou la correction qu'on va traiter par tout à l'heure. Donc l'exercice, on verse dans une fiole de 100 ml de volume
qui a un volume de 100 ml, un volume VA qui est égal à 60 ml d'acide éthanoïque, tout simplement c'est du vinaigre, de concentration Ca 1 mol par litre, à l'instant t est égal à 0, on introduit 1,25 g d'hydrogénocarbonate de sodium, ou ce qu'on appelle de la soude, non, mais là on utilise le nom officiel de cette substance, c'est NaHCO3, et on ferme rapidement, on relie un baromètre à T égale à 400 secondes, le dégagement gazeux s'arrête et la pression à l'intérieur de la fiole est alors P est égal 27,6 kPa. Premièrement, la transformation est-elle rapide ou lente? Justifiée. Deuxièmement, calculer le volume du gaz CO2 formé en le considérant parfait, sachant que la température est 25 degrés Celsius et la constante des gaz parfaits c'est 8,314 unités internationales. Troisième question, l'équation de la réaction qui a eu lieu est modélisée par CH3CO2H plus HCO3-, dont CO2 plus H2O plus H3CO-. 3.1. La réaction est-elle d'oxydoréduction ou acido-basique? 3.2. Calculer les quantités de matière des réactifs et dresser un tableau descriptif. 3.3. Déterminer Xmax, l'avancement maximal et le réactif limitant. Quatrième question. Déterminer la quantité de matière de CO2 qu'on aurait obtenue théoriquement, c'est-à-dire N indice TO théorique de CO2. Cinquième et dernière question. Comparer N expérimental de CO2 et N théorique de CO2, en déduire. En comparant les deux quantités, qu'est-ce qu'on peut dire à propos évidemment de la réaction qu'on étudie dans cet exercice. D'accord? Allez. Essayez de tenir compte, d'asseoir correctement une position qui aide à Tu as vu l'exercice? Comment? Ici. Pourquoi tu ne l'as pas vu? Et le travail? Comment? Tu n'as pas trouvé le mot. Quel mot? Le groupe. Ah, si tu cherchais autre chose, tu trouverais... D'accord? Une fois que tu cherches, il suffit d'écrire le titre. Deuxième, بعيد جبرتي بعد الجروب ودخلتي لي ايوا ما جبرتيش هاد لا كيسيون هاد ليكزيرسيس. Donc essayez, on va essayer la première des choses, c'est on doit lire et relire l'introduction de l'exercice. Parfois, dans cette introduction, il y a plusieurs données qui vont faciliter la réponse aux questions qui viennent par la suite. D'accord? Donc, il y a des données numériques quantitatives, comme la masse du produit que nous avons utilisé, la solution, son volume et sa concentration molaire, et aussi il y a un temps, T est égal à 400 secondes. Tous ces valeurs numériques, ils vont être utilisés par la suite. D'accord? La première question, la première des choses, il faut connaître quelle est la réaction qui se produit. Donc là, avant de commencer,
c'est une réaction qui se produit entre quoi? Entre l'acide éthanol. L'acide éthanoïque, qui est le vinaigre, celui qu'on ajoute, on le met dans une salade, et l'hydrogénocarbonate de sodium. Et les produits que nous obtenons, parmi les produits qui ont été cités, c'est le dioxyde de carbone qui est un gaz, CO2. D'accord? Il faut lire et se situer dans le contexte de l'exercice. Donc la première question. La transformation est-elle rapide ou lente? Mademoiselle? Comment tu as su qu'il s'agit d'une transformation lente? Donc, entre le début et la fin de la réaction, ça nécessite une durée de 400 secondes. Donc, 400 secondes est une durée qui est perceptible par l'œil. Donc, dans ce cas-là, il s'agit d'une transformation qui est lente. Comment on doit répondre avec une phrase? La réponse et la justification. Oui? La transformation est lente. Et lente. Car le temps de réaction était 400. Oui. Le temps pour avoir la fin de la réaction nécessite 400 secondes. D'accord? Donc, exercice, vous notez, exercice d'application, exercice avant, exercice d'application. Avant de répondre, non, à la suite de ce que nous avons fait la dernière séance en chimie, évidemment. 2 points. Réaction entre CH3, CO2, H et NaH, CO3. C'est le titre de l'exercice d'application. Donc, première réponse, premièrement. Donc, c'est une réaction lente, puisque elle nécessite 400 secondes pour arriver à la fin de cette réaction, pour que la réaction atteigne sa fin. La réaction est lente la réaction est lente puisqu'elle nécessite secondes pour atteindre sa fin. Donc nous avons utilisé des données citées dans le début de l'exercice pour justifier notre réponse. Deuxième question.
qu'est-ce qu'on nous demande? Volume de gaz. Le volume du gaz obtenu. Comment peut-on calculer le volume d'un gaz? Évidemment, c'est très bien, avec la loi des gaz parfaits. Rappelle, tu nous donnes cette loi? C'est très bien. L'état d'un gaz, l'état d'un gaz est défini par sa quantité de matière, la température dans laquelle se trouve, son volume et la pression. Ces facteurs-là, on l'appelle les facteurs d'état. Les gaz obéissent à une loi qu'on appelle la loi des gaz parfaits. Dans des conditions, nous pouvons considérer qu'un gaz est parfait et il est régi par cette loi. Les conditions dans lesquelles tous les gaz qu'on traite dans nos exercices obéissent à cette loi. Et donc, P, la pression fois le volume est égal à la quantité de matière fois la constante des gaz parfaits fois la température. Et à partir de là, nous pouvons déterminer soit la pression, soit le volume, soit la quantité de matière, soit la température, puis si nous connaissons les autres grandeurs. D'accord? Donc nous disons un gaz parfait obéit à la loi PV est égal à nRT. D'accord? Donc on va le noter comme un petit rappel. Un gaz parfait obéit, ou un gaz parfait suit la loi des gaz parfaits. PV est égal à nRT. Vous l'avez étudié, la loi de Mariotte, la loi de Gay-Lussac, de d'Ampère-Avogadro, et toutes ces lois sont regroupées dans cette équation. P fois V est égal à M fois R fois T. P, c'est la pression du gaz. Son unité dans le système international, c'est le pascal. V, c'est le volume. Son unité dans le système international, c'est le mètre cube. La quantité de matière, c'est le mol. Et la température, en Kelvin. En Kelvin. On ne dit pas degré Kelvin, mais en Kelvin, mais en degrés Celsius. Nous pouvons mettre que la température en Kelvin est égale à la température en degrés Celsius plus 273,16, où on notera uniquement 273. Voici la question. On va calculer la quantité de matière. Oui. Deuxième question. Deuxième question. Calculer la quantité de matière de CO2, sachant que T est égal θ, ou la température, s'il vous plaît, la température c'est 25 degrés Celsius et le volume de gaz c'est 1 litre et R est égal à 8,314 unités internationales. Voici la deuxième question. Donc, N. Pourquoi la question doit être la quantité de matière? Parce que dans la question 4, déterminer la quantité de matière. théorique,
Et par la suite 5, déterminer la quantité de matière expérimentale et théorique et en déduire. Donc nous devons calculer la quantité de matière expérimentale, c'est-à-dire que nous l'avons obtenue à partir d'une expérience. Donc là, CO2 est un gaz parfait, c'est la réponse maintenant. CO2 est un gaz parfait. Donc il obéit à la loi PV est égal à nRT. Et de là, on en tire que c'est exact. N de CO2 est égal à P fois V sur RT. Application numérique. N de CO2. Et là, il faut faire attention aux unités. La valeur de la pression dans l'énoncé. 25 quoi? Kilos. Donc l'unité dans le système international, c'est le pascal. Donc c'est 25,6 fois 10 à la puissance 3. 25,27,6. D'accord? Fois le volume 1 litre. Comment convertir le litre en mètres cubes? 1 litre, c'est 10 moins 3 mètres cubes. 1 litre, c'est 10 moins 3 mètres cubes. Donc, fois 10 moins 3, le tout divisé par 8,314 fois 25 plus 273. D'accord? Je t'ai donné la calculatrice? Oui, tu fais le calcul, s'il te plaît. C'est combien? Vérifiez qu'il s'agit de N de CO2, 0,011 mol ou 1,1 10 moins 2 mol. C'est ça? Laisse-moi te bricher. On va faire passer. Donne-moi. Essaye de faire les calculs. Vous avez tous des calculatrices et toi aussi. D'abord, vous avez un bouton où il y a 17 à la puissance X. Donc, je mettrai 27,6. J'utilise là. D'accord? C'est 3 multiplié par 1, 10 à la puissance, il y a le moins ici, entre parenthèses 3. Il vaut mieux de mettre égal pour faciliter. Divisé par 8,314, je mettrai égal pour ne pas, puis je divise par 2, 9, 8, ça donne 0,0111. Oui, 111 mol. 0,111 mol. Ça y est? Donc la deuxième question, c'était de calculer la quantité de matière de CO2 obtenue
d'une façon expérimentale. Donc nous pouvons ajouter C à la fin. Il s'agit d'une quantité obtenue expérimentalement. Il s'agit d'une quantité obtenue expérimentalement. D'accord? Oui. Oui. 0,01. Nous avons pris que ces trois chiffres. 6. Non, non. 0,111. 0,0111. Combien tu as trouvé, mademoiselle? Oui. 0,0111. Oui. Je l'ai trouvé avec la même calculatrice. C'est un autre. Oh, c'était la même. Mademoiselle, tu l'assures qu'il s'agit de la même. Tu refais les calculs. Essayez d'avoir vos calculatrices en classe et pratiquer ces calculs. Donc nous mettons N expérimental de CO2 est égal à 1,1 10-2 mol. Combien? 0,011. On passe à la question suivante. La troisième question. Donc, je dois, tout à l'heure, je vais rectifier la question 2. Calculer la quantité de matière de gaz formée avec les données que nous avons ici. Quelqu'un me relie la troisième question, s'il vous plaît? Oui? L'équation de la réaction qui a eu lieu est modélisée par CH3CO2HAE plus HCO3- égale à CO2 plus H2O plus CH3CO. D'accord. Donc la première question, c'est la réaction est-elle oxydoréduction D'oxydoréduction ou acido-basique. Rappelle-nous ces deux types de réactions, comment on peut les différencier? Comment peut-on différencier une réaction acido-basique d'une réaction d'oxydoréduction? Une réaction acido-basique, c'est une réaction qui va donner de H+. Toujours il y a un échange dans les deux types. Sauf dans les acides, dans les réactions acido-basiques, il y a un échange d'une espèce chimique donnée. Et dans les réactions d'oxydoréduction, il y a un échange d'un autre type d'entité chimique. D'accord? Dans les cas des acides et les bases, il y a un échange de quoi? Entre la... Non. Des protons H+. Non, ce n'est pas des électrons. Un proton H+, c'est quoi un proton H+? C'est quoi un proton H+? Pourquoi? Quel est son symbole qu'on utilise? H+. D'accord. Je vais essayer d'effacer pour... Non, c'est cette partie. Le proton H+. Cette équation, c'est CH3CO2H qui est à queue plus H3 plus HCO3- qui donne CO2 et H2O et l'ion éthanoate. La première question, la réaction est-elle d'oxydoréduction ou acido-basique? Pour répondre à cette question, je dois revenir ce que nous avons fait dans le cours. Nous avons dit qu'une réaction d'oxydoréduction, c'est une réaction qui se produit entre deux espèces chimiques au cours de laquelle il y a un échange d'électrons. Un réducteur cède des électrons et un oxydant capte des électrons.
Et au cours de cette réaction, qui se produit entre deux couples oxydant-réducteurs, le nombre d'électrons est égal au nombre, le nombre d'électrons captés est égal au nombre d'électrons cédés. Si la réaction ne se produit pas en échangeant des électrons, je vais essayer de chercher, nous avons deux types de réactions que nous devons connaître. On va voir par la suite, on va revoir les réactions acido-basiques. Dans ce type de réaction, nous l'avons traité l'année dernière, que ce sont des réactions qui se produisent entre deux espèces chimiques, au cours de laquelle il y a un échange de protons H+. C'est quoi ce proton H+? Nous savons que l'élément hydrogène, cet atome-là, il est neutre. Z est égal à 1. Ça veut dire que dans le noyau, il y a un proton, un seul proton. Et puisqu'il est neutre, il a un seul électron. Si nous essayons de connaître la composition du noyau, on va revoir ceci en nucléaire, on va revenir à l'atome et dire que dans ce cas-là, dans le noyau, il n'y a que de protons. Mais en réalité, pour d'autres autres que l'hydrogène 1,1, il y a d'autres constituants du noyau qui sont les neutrons. D'accord? Donc, cet hydrogène-là, une fois qu'il perd un électron, il nous donne H+. Ça veut dire que cet électron, il va être perdu. Ce qui reste, c'est quoi? Uniquement un proton. D'accord? C'est pour cela que nous nommons H+, proton. D'accord? Parce que comment il est constitué? Il est constitué d'un noyau qui contient un seul proton et rien d'autre. D'accord? C'est pour cela que nous l'avons nommé proton, H+. Donc je vais essayer de revenir à l'équation donnée par l'exercice et suivre une espèce chimique avant et après la réaction et voir si vraiment il y a un échange d'électrons ou un échange de protons. Le plus simple ici, c'est quoi? C'est le premier élément, CH3CO2H. Donc, si je prends CH3, CO2H comme réactif et je vais voir son conjugué, c'est CH3CO2-, je vois qu'il y a, c'est la même chose. OO, c'est O2. Soit qu'on l'écrit CO2 de cette façon, soit qu'on l'écrit de cette façon-là. C'est la même chose. D'accord? Donc je vois dans ce côté-là, c'est plus H+. Et dans ce côté-là, je mettrai ici plus H+. Et dans ce côté-là, de l'eau, c'est moins. D'accord? Ça donne, c'est là, celui-ci, moins H+. Et de ce côté-là, c'est plus H+. Donc c'est une réaction qui se produit, comment? Par échange de protons. Ce proton qui est perdu par l'acide éthanoïque, il est capté par l'ion hydrogénocarbonate HCO3- pour donner H2O et CO2. Donc il s'agit, là c'est la question 3.1. Donc la réaction n'est pas une réaction d'oxydoréduction. Vous écrivez en même temps que moi. D'oxydoréduction. Car elle se produit par échange de protons de H+, et non des électrons.
donc s'il y a un échange de H+, c'est une réaction acido-basique. S'il y a un échange des électrons, alors c'est une... Ma réponse, j'ai essayé de parler d'oxydoréduction que d'acide de base. Parce que la plupart des réactions qu'on traite dans cette leçon, ce sont des réactions d'oxydoréduction. Notre intérêt se focalise sur les réactions d'oxydoréduction. Si vous revenez au cours, vous voyez que nous avons fait un rappel sur les réactions d'oxydoréduction, comment équilibrer. Donc, notre intérêt il est dirigé vers les réactions d'oxydoréduction. Donc, dans ce cas-là, cette réaction n'est pas une réaction d'oxydoréduction parce que l'échange se produit avec l'échange des protons et non pas des électrons. D'accord ? Sans oublier que la réaction d'oxydoréduction est un échange des électrons. On passe à la question suivante. Le temps que vous finissiez, je vais essayer de calculer les quantités de matière, des réactifs et dresser un tableau descriptif. Là, c'est 3-2. Quantité de matière. Comment peut-on, un petit rappel de ce que nous avons vu l'année dernière, comment peut-on calculer la quantité ou les définitions avec lesquelles on peut calculer une quantité de matière d'une substance donnée? Oui? D'abord, d'une façon générale, quel que soit l'état de la matière étudiée, c'est toujours la masse sur la masse molaire. Mais il y a plusieurs façons Oui. de calculer. Mais on peut rendre cette définition-là selon d'autres expressions, selon l'état de la matière considérée. Mais avant, on va l'utiliser par la suite. Avant de parler de la quantité de matière, c'est la masse sur la masse molaire, en réalité, lorsque nous avons défini la quantité de matière, nous avons utilisé un nombre pour définir la mole. C'est quoi une mole? Nous l'avons étudié au tronc commun. C'est une unité pour calculer une sorte de... Une mole, c'est un échantillon qui contient combien? Il contient un nombre qui est connu, Na. C'est quoi Na? Nombre d'Avogadro. Le nombre d'Avogadro. Donc, on va revenir à cette définition. La première des choses, c'est que la quantité de matière d'une espèce X, c'est le nombre sur le nombre d'Avogadro. Rappelez-vous bien de cette relation, on va l'utiliser en physique nucléaire. Par la suite, on utilise N de X est égal à la masse de X sur la masse molaire de X. Et quoi d'autre? S'il s'agit là, d'une façon générale, s'il s'agit d'un gaz, c'est quoi? C'est le volume de gaz sur le volume molaire. Et s'il s'agit d'un liquide, N d'un liquide, c'est ρ fois V sur la masse molaire.
là un gaz, là un liquide. Rho, c'est la masse volumique du liquide. Et là, le volume du liquide sur la masse molaire de ce liquide. Là, généralement, pour un solide ou une espèce que nous connaissons sa masse. D'accord? Là, c'est le nombre de l'échantillon que contient l'échantillon de l'espèce X. Monsieur, pour le gaz, Oui. le volume de gaz sur Le volume molaire. Volume molaire. Là, c'est la masse molaire. Rho, elle, c'est la masse volumique. Du liquide étudié. Et V, c'est son volume. N'oublions pas que nous pouvons utiliser la densité D, qui est égale à ρ du liquide sur ρ 0. La densité d'un liquide, c'est sa masse volumique sur la masse volumique de l'eau. On va voir par la suite comment peut-on utiliser la densité dans... Et s'il y a un gaz parfait, on utilise la loi des... Non, non. Là, cette relation-là présume qu'on travaille avec un gaz parfait. Nous n'avons pas dans notre programme le cas où le gaz n'est pas parfait. Sans qu'il ne soit parfait, cette relation n'est pas valable parce que celle-là, elle était déduite de la réaction des gaz parfaits. Si nous utilisons une mole, nous pouvons déterminer, nous l'avons vu en première année, si l'occasion se présente, nous pouvons revenir comment nous avons établi cette relation-là. D'accord ? Qu'est-ce qu'il est, mademoiselle? dans le cas de liquide. Oui, la quantité de matière de liquide. On parle de liquide. Si tu savais qu'il s'agit de la quantité de matière de liquide, ça sera ρ du liquide, V de liquide et la masse molaire de liquide. D'accord? Si on parle de gaz, la quantité de matière de gaz, le volume de gaz. Et là, d'une façon générale, c'est X, c'est la masse de X sur la masse molaire de l'espèce qu'on étudie. Donc, on passe au calcul. Dites-moi comment. Calculer Là, il nous reste une relation lorsqu'il s'agit d'une solution. On va la voir par la suite. Donc, calcul, on commence par la quantité de matière N de l'ion HCO3-. N0. D'accord? Comment peut-on déterminer la quantité de matière de cette espèce?
D'abord, nous avons utilisé NaHCO3 qui est un solide dont l'eau, il va nous donner quoi? Na plus AQ plus HCO3 moins AQ. D'accord? C'est une réaction de dissolution de l'hydrogénocarbonate de sodium. Donc, ce que nous savons quoi? C'est la masse de NaHCO3 solide utilisée, mais nous voulons connaître la quantité de matière de HCO3- l'ion qui résulte de la dissociation de cette espèce chimique qui est NaHCO3. Comment peut-on calculer cette quantité de matière? En utilisant la quantité de matière de liquide. Non, quelle est la relation qui relie ces espèces mises en jeu au cours de cette dissolution? Oui. L'année dernière, nous avons travaillé sur des réactions de ce type. Soit qu'on passe par un tableau descriptif, soit qu'on utilise une méthode qui est plus simple, qui ne nécessite pas de dresser ce tableau descriptif, et on relie la quantité de matière qui a réagi avec la quantité de matière obtenue par les produits, en faisant introduire les coefficients stéchiométriques. Dans ce cas-là, vous pouvez me donner les coefficients stéchiométriques de cette réaction. C'est quoi un coefficient stéchiométrique? Ce qui est devant, là c'est 1, et là aussi c'est 1, et là c'est 1. Lorsque il s'agit de 1, on ne l'écrit pas. Il peut être 2, ça dépend de comment nous avons fait pour équilibrer cette équation. D'accord? Donc, pour arriver à la quantité de matière, nous supposons que ce corps solide il est totalement dissocié. Il ne reste pas sous forme d'un solide dans l'eau. S'il est totalement dissocié, nous mettons que la quantité de matière qui a réagi N de NaHCO3 sur 1 est égale à la quantité de matière de Na plus formée. Là, c'est réagi sur aussi 1 qui est égal à la quantité de matière formée de HCO3- sur 1. D'accord? Je vais mettre, même si c'est 1, pour que vous rappeliez ultérieurement. Si j'ai 2, je mettrai 2, c'est 3, je mettrai 3, ainsi de suite. D'accord? Donc, la quantité de matière qui a réagi est égale à la quantité de matière formée de l'ion qu'on considère. Puisque NaHCO3 dissocié totalement, cette quantité de matière qui a réagi, c'est quoi? C'est tout ce que nous avons fait, il est totalement réagi. Ça veut dire que ce N de R de NaHCO3 est égal à N0 de NaHCO3. Est-ce que vous êtes d'accord? Tout ce qui est introduit a réagi et il ne reste plus. Et cette quantité de matière-là, nous la connaissons. C'est quoi? C'est la masse de NaHCO3 sur la masse molaire de NaHCO3. Et comment je peux lier? Donc de ce côté-là, N, ce qui est formé à la suite de dissolution de ce produit-là, ça sera quoi? C'est la quantité de matière utilisée ici. J'ai pris de l'eau dans une fiole. Je vais chercher s'il y a une fiole là. Donc, par exemple, celle-là même, nous l'avons utilisée. J'ai mis 60 millilitres. Là, c'est de permanganate de potassium. J'ai mis 60 millilitres de l'éthanol, de l'acide éthanoïque,
Puis j'ai mis cette quantité-là. Donc, cette réaction-là, elle est totale. Donc, la quantité N0, là, N0 de HCO3- est égal à N formé de HCO3- qui est égal à N0 de NaHCO3, qui n'est autre que la masse via NaHCO3 sur la masse molaire de ce produit-là. Il nous reste tout simplement à calculer, je n'ai pas donné la masse, c'est 84. Là aussi la masse. Oui, la masse. La masse molaire. La masse molaire de NaHCO3, c'est donné, c'est 84 grammes mol moins 1. Et la masse, il a été donné combien? 1,25. M de NaHCO3 est égal à 1,25 grammes. N'écrivez pas, on discute, puis vous allez écrire. Est-ce que ce que je viens de faire est bien saisi? D'accord? En réalité, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis j'ai 60 ml d'acide éthanoïque et j'ai mis 1,25 g de cette poudre. Et nous avons donné l'équation de cette réaction. Donc, lorsque j'ai utilisé ce NaHCO3 en poudre solide, elle est totalement dissociée. Si elle est totalement dissociée, j'ai le droit d'écrire cette réaction et de dire que ce qui a réagi de ce produit, selon les lois qui gouvernent les réactions chimiques, ça sera la même quantité de matière formée de celui-ci. Si celui-là il est totalement dissocié, ça veut dire que ce qui a réagi est égal à ce qui a été introduit au départ. Il ne reste pas de solide. Ils n'ont pas dit que nous observons un solide au fond du ballon. Donc il est totalement dissocié. Et de là, je calcule cette quantité de matière N0 de HCO3- qui est égale à 1,25 divisé par 84. Et ça donne combien? 0,01. Combien? 0,01. 0, non, 0,1 et après 1 c'est quoi? 1,4. D'accord. C'est égal à 0,014 mol comme quantité de matière. Mais évidemment, après le 4, il y a un 8. Je peux mettre 0,015. Vous êtes d'accord? Ou je reprends quelque part? C'est compris? Écrivez maintenant. La question, c'est pourquoi nous avons travaillé sur cette équation pour aboutir à la quantité de matière que nous avons ici. C'est ça ta question. Pourquoi? La première des choses, dans cet exercice, en réalité, nous avons une réaction qui est principale et une réaction qui est secondaire. Lorsque j'ai introduit l'hydrogénocarbonate de sodium, ce n'est pas le réactif concerné en première étape. Donc en réalité, avant que ce produit, avant que la réaction
doit se produire selon ce qu'ils nous ont donné. Et l'eau, elle va jouer le rôle, elle va faire un travail préliminaire, si vous avez ces préparatifs, pour nous préparer le vrai réactif qui est HCO3-. Donc, avant que HCO3- réagisse avec l'acide éthanoïque, l'eau, elle va jouer le rôle. Là, on ne va pas discuter dans les préférences des réactions. Lorsque dans l'eau, il y a plusieurs réactifs, on peut parler d'une compétition entre les réactifs. Lequel elle va se faire le premier, lequel elle va se faire en deuxième position et troisième position. Ça c'est au-delà de notre programme. Mais dans ce cas-là, on va voir que c'est une réaction qui est lente. Celle-là, nous avons déjà répondu que ça demande 400 secondes. Mais dans la réaction des dissolutions, lorsqu'on fait entrer un sel, et qu'est-ce que nous entendons par un sel? C'est un produit qui est formé par un ion positif et un ion négatif. Na+, Cl-, Na+, HCO3-, NH4+, plus Cl-. Ce sont des sels. Une fois introduits dans l'eau, la première étape avant aucune autre réaction, c'est primordial de dissocier ces deux produits. La première étape, c'est dissocier, nous donner Na+, et HCO3-. Et après cette étape-là, si HCO3- il est capable de réagir avec une autre espèce, il viendra par la suite. D'accord? Donc c'est comme un préparatif. Cette réaction-là, c'est en arrière-plan de notre exercice qu'on doit le connaître pour calculer les quantités de matière. Et essayer de la faire chaque fois que nous avons quoi? Lorsqu'on introduit une espèce donnée, mais dans la réaction apparaît une espèce qui dérive de le produit initial. D'accord? C'est ça l'objectif de cette introduction. Sans cette introduction, je ne peux pas connaître la quantité de matière de HCO3-. Oui? Je croyais que ta copine a posé des questions. On passe au deuxième réactif qui est l'acide éthanoïque. Rappelez-moi comment on calcule la quantité de matière pour des solutions qui ont une concentration et un volume. Nous l'avons traité de plusieurs façons et pour l'année dernière, nous avons travaillé sur cette relation entre quantité de matière et concentration. Définissez-moi qu'est-ce que la concentration? Nous l'avons parlé hier lorsque nous avons parlé de café. Concentré, moins concentré. Un café concentré, ça veut dire quoi? Si nous prenons le même volume, ça veut dire combien de quantité de matière dans l'un et dans l'autre? Plus la quantité de matière est grande, plus en conservant le même volume, plus la concentration est grande. Donc, à partir de cette année, en réalité, à partir de même, j'ai travaillé avec vos camarades de première année, on peut parler de la concentration introduite. Il y a le C et il y a la concentration avec ces deux notations. Oui. À partir de cette année, on va essayer de faire la différence entre un C et la concentration entre deux crochets comme ça. C'est la concentration consultée introduite. Donc, lorsque je mets une masse dans un liquide, donc je parle de la concentration introduite
et généralement on la note c'est 0. Par exemple, dans le cas que nous avons, lorsqu'on introduit une espèce chimique X, on parle de C0 de X quand on peut parler de concentration de X. Entre les deux, ça c'est introduit, ça, la concentration effective dans la solution. Un exemple pour comprendre. J'introduis CH3, COOH dans 1 litre d'eau. Une quantité de matière N0. Donc ceci c'est quoi? C'est N de la quantité N0 sur V. Lorsque j'introduis une espèce chimique, est-ce que là, CH3COOH, ça veut dire ce qui est réellement dans la réaction? En réalité, je parle de CH3COOH avec de l'eau pour donner, par exemple, CH3COO- plus H3O+. Lorsque j'introduis une quantité de matière, en réalité, cette quantité de matière, elle va réagir. On aura quoi? On va partir de 1,0 et on va finir par quoi? Une quantité de matière finale. D'accord? De 1,0 à N final, la question qui se pose, quelle est la relation entre N final et N0? Tout à l'heure, dans ce cas-là, qu'est-ce que nous avons dit? Que N final, c'est N0. Comment? Parce que toute cette espèce, elle a réagi totalement. Mais lorsque l'espèce ne réagit pas totalement, on aura une quantité de matière restante, une quantité de matière formée qui a réagi. C'est-à-dire, on aura N0 est égal à NR plus N non réagi. Et de là, on parle d'une concentration effective. D'accord? C'est la différence entre les deux. Non, c'est pas... Je prendrai cet exemple. Ce tube à essai. Qu'est-ce que vous voyez dans ce tube à essai? J'ai introduit un corps solide. D'accord? Ce corps-là, supposons qu'il s'agit de ANaHCO3. La quantité de matière introduite, la concentration de l'espèce introduite dans la solution, c'est quoi? C'est la masse que j'ai introduite, d'accord? Divisé par la masse molaire sur le volume. Mais cette espèce qui est introduite, est-ce qu'il a en réalité dans la solution, est-ce que la quantité de matière qui a réagi, elle est la même qu'il est introduit? Non. Donc, si je parle de concentration entre deux crochets, ça veut dire quoi? Ça veut dire la concentration effective qui a réagi. Donc, il y a une différence entre ce qui est généralement ce qui est introduit et ce qui a réagi réellement. D'accord? Donc, pour parler de la concentration, on va voir par la suite comment on le calcule. En réalité, l'année dernière, nous avons utilisé étude par condeximétrie. Qu'est-ce que nous avons fait? On prend un produit, on le fait réagir, par exemple, avec un autre. On fait le calcul, on prend la conductivité de la solution, et à partir de cette conductivité de la solution, on calcule X, l'avancement final. Et à partir de là, nous pouvons déterminer ce qu'on appelle la concentration effective. En comparant
la concentration effective avec la concentration initiale, nous pouvons dire que cette réaction, quoi? Est-ce qu'elle s'est faite d'une façon totale ou elle se fait d'une façon, quoi? Partielle. Partielle. Donc, lorsqu'on ne sait pas si la réaction que nous étudions est une réaction qui est totale, c'est l'objet de ce qu'on va voir par la suite. Donc, on parlera d'une concentration introduite, consultée dans la solution. Et ce C, ça sera comme quoi? Ça sera le volume fois cette quantité de matière, ça sera le volume fois C. Et on parlera par la suite de ce qu'on appelle la concentration effective d'une espèce donnée. D'accord? Donc ce C-là, ce C0, je peux le mettre comme ça. Comme je peux être la concentration comme ça. Sans aucun indice, ça donne ce qu'on appelle la concentration effective, ce qui est vraiment dans le mélange réactionnel. Donc revenons à notre cas. Et ceci, on va le traiter par la suite. Donc nous savons que la concentration est égale à la quantité de matière sur le volume de la solution, d'une façon générale. Et on suppose là pourquoi nous avons utilisé C et nous n'avons pas utilisé entre crochets. Parce qu'on est à l'état initial, au départ. On n'a pas encore fait la réaction et connaître quelle serait la concentration de ce produit après la réaction. Donc, pour notre cas, c'est la quantité de matière de CH3 COOH sur le volume. Et on notera N, ça sera C fois V. C, elle a été donnée CA, c'est CA fois VA, 1 mol par litre, et le volume c'est 60 millilitres. Donc ça sera 60 fois 10 moins 3. Parce que l'unité de C, c'est le mol sur le litre, et le volume doit être en litres. C'est pour cela que j'ai utilisé ce 10 moins 3. Convertir le millilitre en litres. Et ça donne combien? C'est 6 fois 10 moins 2 mol. Là, c'est N0 de l'acide éthylique. D'accord? Donc, prenez la réponse. Donc, on dressera le tableau descriptif maintenant. Donc, la question la suivante, c'est C est égal. La quantité de matière, c'est le volume. Là, c'est... Ici, est-ce que vous avez noté la relation de départ? C'est N de H CO3- N0 de HCO3- est égal à N0 de Na HCO3. C'est le départ. Et ceci est égal à M de Na HCO3 sur la masse molaire de NaHCO3. Et le calcul de l'antenne de NaHCO3 est égal à 84 grammes au moins 1. La masse donnée de NaHCO3 1,25. Je refais la première question, le calcul de donc ceci.
Voici, vous commencez avant celle-là, si vous n'avez pas encore écrit celle-là, ça commence par là. Je réorganise la réponse. Ça, c'est la question 3-2. Et la suite, ça sera N0 de HCO3-. Essayez d'écrire sans parler, s'il vous plaît. C'est pour cela que vous ne finissez pas de l'écriture. Donc, ça sera 1,25 sur 4,24 et ça donnait 0,011. Combien? C'est 1,48. 10 moins 2. La suite, c'est celle-là. N0 de CH3 COOH. Ils nous ont donné calculer la quantité de matière des réactifs. Soit tu commences par celle-là et tu finiras là, soit tu commences par celle-là. Ils n'ont pas donné commencer par calculer ça, puis ça. Oui. Je mets 1,25 sur 24. Combien? Qu'est-ce que... Nous avons déjà noté... C'est combien? 1,015. Oui. 1,0. Donc c'est 1,15. C'est ça. 10 moins 2. En chiffre, en écriture scientifique, c'est 1,15, 10 moins 2. Oui, oui, c'est la même chose. On n'utilise pas 0, on mettra 1, non, tu as un bouton, CENG. Lorsque tu as 0,00 quelque chose, tu utilises pour une écriture scientifique. D'accord? Donc maintenant le tableau. On va écrire l'équation. CCH3 COOH plus HCO3 moins, ça donne CO2 gaz plus CH3 CO2 moins plus H2O liquide. La quantité de matière des réactifs, quantité de matière des réactifs, et la quantité de matière des produits. Là, nous avons deux réactifs. La CO2, CH3CO2-, état initial, état intermédiaire et état final. Là, je dois utiliser ici l'avancement et là, état initial,
l'avancement c'est 0. État intermédiaire ou à l'instant t, où on aura x. État final, où on aura x final. Là, nous avons la quantité de matière, nous voulons c'est 6, 10 moins 2. ACO3 moins c'est 1, d'accord, c'est 6, c'est 1, la voici, 1,15, 10 moins 2, et là 0, et là 0, on mettra ici en excès. Nous travaillons lorsqu'on travaille dans une solution, l'eau est toujours en excès. D'accord? C'est-à-dire, il se présente en grande quantité. Je reprends. Là, c'est réaction. L'équation de la réaction. L'état est là, avancement. À l'état initial, l'avancement il est nul. À l'état intermédiaire, l'avancement c'est x. À l'état final, on note x final. À l'état max, non, on parlera par la suite. L'état maximal c'est x max. Et là, on parlera de x final et x max lorsqu'on traitons le cas où il y a une différence entre l'état final et l'état maximal. Ça, on parlera de taux. Oui, on parlera par la suite, c'est pas le moment. D'accord? Donc, dites-moi comment remplir. Ça sera 6 fois 10 à la puissance. Ça sera 6 fois 10 moins 2 moins x. Parce que là, j'ai 1. Et ici, c'est 1,15, 10 moins 2 moins x. Et là, c'est x. Et là, c'est x. Et là, ça sera 6 fois 10 moins 2 moins x final. 1,15, 10 moins 2 moins x final. X final, x final. À différencier dès maintenant. Qu'est-ce que nous entendons par état final? C'est que le réactivité réagit tout le temps. Non. Pour différencier l'état final de l'état maximal, je prendrai un exemple. On prendra un coureur qui va participer à un marathon ou une course donnée. Pour simplifier, on prendra la course, c'est 10 km. Il y a une course, la distance qu'on doit parcourir, n'écrivez pas s'il vous plaît, la distance qu'on va parcourir c'est 10 km. D'accord? Donc nous avons plusieurs participants dans cette course. Quelle est la distance maximale? Pour tout le monde, ce sera combien? 10 km. Il ne peut pas dépasser. Une fois qu'il... Ça y est, d'accord? J'ai un coureur qui va participer. La veille, est-ce qu'on peut connaître la distance finale qu'il va... Ça dépend de ça. Donc, ce qui est final, il est lié à quoi? Normalement, ce coureur, il doit participer. Et à la fin de son participation, on peut connaître combien il peut uniquement réaliser 2 km et s'arrêter. Il peut réaliser 9 km et s'arrêter. Donc, x final, c'est quoi? X final, il est toujours lié à une expérience, à une mesure. Pour connaître x final, en quelque sorte, x final, ça sera x expérimental. Il ne peut être connu à l'avance. Il est déterminé à partir d'une expérience au cours de laquelle on va mesurer une grandeur donnée,
cette grandeur-là, il va nous permettre de calculer cet avancement final. D'accord? Donc, X max, on peut le connaître à l'avance. Est-ce que vous êtes d'accord? C'est le cas. Une fois que je m'inscris dans une course de 10 km, je sais à l'avance quelle est la distance maximale que je vais parcourir. Mais combien je vais courir le lendemain, je ne sais pas. L'exemple le plus frappant, c'est la participation de Guerrouj aux Jeux olympiques d'Atlanta. Elle va participer à la course 1700 mètres. Elle était favorisée à avoir un record du monde. Il va battre le record du monde de cette compétition au cours de ces Jeux olympiques à Atlanta. Vous n'étiez pas encore là. Qu'est-ce qu'il s'est produit? Il n'a pas terminé la course. Avec une bousculade avec un autre athlète, c'est un Algérien, et là tombé, il n'a pas terminé la course. Donc X final, c'est pas X maximal, et c'est pas ce record qu'on attendait. Heureusement, au jeu d'Athènes, il a fait double record du monde. D'accord? Uniquement cet exemple pour connaître que ce qui est final ne peut être connu à l'avance. On doit faire une expérience, une mesure, et par la suite, c'est ça ce que la dernière question là, comparer un expérimental avec un théorique. Ça y est, il a continué le tableau. Comment? Je viens de lire le tableau tout à l'heure. J'ai dit que là, c'est la réaction. Écoute. Là, j'écris l'équation de la réaction. Donc là, j'ai l'état et l'avancement. État, c'est état initial, intermédiaire, final, et je peux ajouter état maximal. Dans la case où il y a avancement, je n'ai pas l'espace, mais je le dis, avancement, 0, x et x final. Ici, c'est l'équation de la quantité de matière des réactifs. Et ici, la quantité de matière des produits. Et je remplis. En se basant sur le calcul de la question précédente, ce 6 10-2 et ce 1,15 10-2. Sauf, faites attention, lorsque je travaille dans des solutions aqueuses et l'eau apparaîtra dans l'équation de la réaction, toujours je mettrai en excès. Donc la question qui calculait la quantité de matière, nous l'avons fait 3-3, les mi-temps. D'abord, qu'est-ce qu'on peut, à partir de l'exemple que nous avons, que je viens de citer, comment peut-on faire apparaître cet état, l'état maximal dans notre exercice, en revenant à cette course? Reprenons le cas de Guerrouj. Nous avons dit dans cette compétition, X final n'était pas X max. X max c'est quoi? Pour calculer la distance maximale qu'il peut courir, on va supposer ce coureur-là, aucun obstacle ne sera devant lui et il va terminer sa course jusqu'à la fin. Reprenez-moi cette phrase dans notre exercice. On va supposer quoi? Que cette réaction, il va atteindre son état maximal. Cet état maximal, c'est quoi?
soit il disparaît CH3COOH, soit il disparaîtra CH3COO-. Il va finir jusqu'à la fin. C'est quoi la fin dans ce cas-là, l'état maximal? C'est l'épuisement des deux réactifs ou d'un seul. Et s'il y a un épuisement, ça veut dire quoi un épuisement? Disparition. Donc cette disparition totale d'un réactif, celui qui va disparaître, on va le nommer un réactif limitant. Qu'est-ce que ça veut dire limitant? Celui qui va arrêter, c'est lui qui va donner la limite de cette transformation, c'est lui qui va arrêter. Et l'autre, il sera en excès. Donc une réaction chimique, soit le cas le plus idéal, elle est en coefficient stéchiométrique. On dira qu'une réaction en mélange stéchiométrique, si la fin de la réaction est atteinte par disparition des deux réactifs en même temps. Ça, c'est un mélange stéchiométrique. D'accord? Un mélange autre que stéchiométrique, qui n'est pas stéchiométrique, toujours sa fin sera par disparition d'un seul. Et celui qui va disparaître, on l'appelle le réactif limitant. La maximale, c'est théorique. On supposera. Il faut bien différencier. Celle-là, cet état, elle est gérée par l'expérience. Mais l'état maximal, nous disons, ce qui peut faire ce que c'est atteindre 1500 mètres. Réellement, est-ce que ça ne nous intéresse pas dans l'état maximal? D'accord? Donc, dans ce cas-là, pour chercher le réactif limitant pratiquement, qu'est-ce qu'on fait? On va voir celui qui va disparaître le premier. Et pour connaître celui qui va disparaître le premier, on va poser que CH3COH, il va disparaître, c'est-à-dire que sa quantité de matière finale, elle est nulle. Je n'ai pas attiré votre attention que ce que nous faisons sur ce tableau, ce sont les quantités de matière. Là, la lecture de ce tableau, c'est la quantité de matière de CH3COH à l'instant T égale à 0. Là, c'est la quantité de matière finale. La quantité de matière à un instant T donné au cours de l'évolution du système. Donc, je dirais que si CH3COH est limitant, c'est que sa quantité de matière, à la fin, il sera nul. Il disparaîtra totalement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais poser, je ne sais pas ce qui se produit, je vais poser que 6 fois 10 moins 2 moins x final est égal à 0, et l'autre 1,15 10 moins 2 moins x final est égal à 0. Là, c'est pour CH3, COOH, je dois, et là, c'est pour H, CO3 moins. D'accord? Et c'est facile là, puisque pile la plus petite, et je mettrai là max. Puisque j'oblige à devenir nul, donc ça sera le cas maximal. Et j'aurai pour CH3, COO, n'écrivez pas, X max est égal à 6 fois 10 moins 2 mol. Et pour HCO3 moins, c'est XM est égal à 1,15 10 moins 2 mol. Là, je mettrai la plus petite quantité X, je mettrai là où? Parce qu'il n'y a qu'un seul X max. Et je vais barrer. Là, c'est plus grand. Donc, je prendrai la plus petite valeur et je mettrai que X max, c'est combien? 1, XM est égal à 1,15 10 moins 2 mol. Et HCO3 moins est le limitant. Et le réactif limitant. C'est clair? Hussein, dis-nous brièvement, si on regarde au tableau,
comment chercher un réactif limitant. C'est quoi un réactif limitant? Tu as différencié entre l'état final et l'état maximal. Dis-nous ce que tu as compris pour différencier les deux états. L'état final et l'état maximal. L'état final, elle est géré par quoi? Comment peut-on connaître l'état final? Est-ce que par calcul, comme je viens de faire là, ou autre chose? Par mesure. On va trouver dans l'énoncé de l'exercice, on mesure la pression, on mesure le volume, on mesure le pH, on mesure la conductivité. Là, cette grandeur qu'on nous donne dans l'exercice, il nous permet de calculer X final. X maximal, on le suppose, dans cette réaction-là, on suppose que l'un des deux, ou les deux, mais lorsqu'on demande de calculer le réactif limitant, ça veut dire un seul, il va disparaître totalement avant l'autre. Qu'est-ce que je dois faire? Je prends ces deux et je mettrai que la quantité de matière, un réactif limitant, ça veut dire que sa quantité de matière est égale, finale est égale à 0. Et je mettrai soit 6 fois 10 moins 2 moins x max est égal à 0, ou 1,15 10 moins 2 moins x max est égal à 0. L'un des deux. Je vais calculer sans oublier de donner le nom devant celle-là, comme je viens de faire là, pour connaître celui qui a la plus petite quantité de matière. Donc, je mettrai O parce qu'il y a un seul. Il suffit qu'un seul aura 5000 avant l'autre. Et lorsque j'arrive à les deux grandeurs-là, je trouve que la plus petite valeur le plus petit valeur de l'avancement, c'est lui qui correspond à l'avancement maximal xm. Donc je choisirai 1,15 c'est x max, et il correspond à h c'est aux 3 mois. Donc j'ai écrit que l'avancement maximal c'est 1,15 10 moins 2 mol, et l'élément limitant ou les réactifs limitants, ça sera celui qui est écrit à côté. D'accord? On reviendra par la suite à d'autres exercices. Monsieur, Oui. pourquoi dans la deuxième question, 3.2, 3,2. on a calculé la quantité de matière par rapport à CH3COO, même s'il n'a pas... Qu'est-ce que ils nous ont demandé de compléter le tableau. Donc un tableau, généralement, il y a 3 états. État initial, état intermédiaire et état final. Donc l'état initial, il est dans lequel on doit remplir la quantité de matière initiale utilisée. Donc je dois connaître combien j'ai utilisé d'acide éthanoïque et combien j'ai de l'ion hydrogénocarbonate. Non, je parle par rapport à CH3COO. Dans les produits. Au départ, qu'est-ce que nous entendons par état initial? C'est l'instant où on mélange les réactifs sans qu'il se produise de réaction. C'est ça? C'est ça ta question. Pourquoi nous avons mis 0,0 ici? Non, dans la deuxième question, il nous a dit de calculer la quantité de matière. De gaz. Oui. De gaz, mais à l'état final. Quelle est la relation de cette question avec le tableau descriptif? J'ai dit que les quantités de matière, les deux, on les a utilisées. Oui. Mais par rapport à CH3CO2, moi, on ne l'a pas utilisé. On n'a pas besoin, on n'a pas besoin. On est obligé de calculer dans la question précédente. On n'a pas calculé.
La question c'est quoi? Nous avons mélangé ces deux espèces. Nous connaissons les quantités utilisées. Dans cet exercice, on s'est intéressé à un seul produit qui nous intéresse. C'est quoi? Quel est ce? C'est le gaz CO2. On ne s'intéresse pas à ce produit qui est CH3CO2-. Mais nous pouvons calculer sa quantité de matière finale. D'accord? On ne s'intéresse pas à l'espèce H3CO2. Pour en finir, quelle est la quantité de matière de CO2 théorique? C'est X final. D'accord? Combien? C'est 1,15 10 moins 2 mol. Si nous essayons maintenant de déterminer la quantité de matière de CO2 qu'aurait obtenu théoriquement, c'est 1, donc théoriquement on obtient 1,15 10 moins 2 mol de CO2, X final là. X final c'est X max. Donc la question finale, d'abord on mettra quatrièmement pour passer. Quelqu'un me dit la réponse de la quatrième question. Donc ce N théorique de CO2 est égal à quoi? À N maximal, max de CO2. C'est la quantité de matière de CO2 maximale. Et la quantité maximale, c'est quoi? C'est XF, c'est X max, qui est égal à X max. Donc N théorique de CO2, c'est 1,15 10 moins 2 mol. Voilà la quantité de matière qu'on espère obtenir si la réaction se fait d'une façon totale, jusqu'à la fin. On va voir que certaines réactions peuvent s'arrêter avant cet état maximal et on parlera par la suite. D'accord? Ta question? Non, pas de question. Donc, tu attends répondre à la cinquième question. Voilà. Alors, donne-nous cette réponse. Voilà, je mettrai cinquièmement. Donc, je mettrai N expérimental de CO2. Quelle est sa valeur? C'est 1,1 fois 10 à la puissance. C'est 1,1 10 moins 2 mol. Et juste au-dessous, N théorique de CO2, c'est 1,15 10 moins 2 mol. Il y a une petite différence. Une petite différence, ça veut dire quoi? Est-ce que cette réaction, c'est l'exemple de la distance maximale et la distance parcourue par l'athlète? Est-ce que l'athlète, dans ce cas-là, a terminé sa course? Non. Il n'a pas terminé sa course. Donc cette réaction, on va dire que n'est pas totale. Si elle n'a pas fait la course totale, et la réaction, dans ce cas-là, n'est pas totale. On parlera par la suite ce qu'on appelle le taux d'avancement d'une réaction. Ce taux d'avancement nous permet de juger si une réaction est totale ou une réaction est partielle. D'accord? Merci, on s'arrêtera là.